Bonjour, c'est Samia Arabe depuis la Kabylie. Je ne pourrais être des vôtres début octobre à Lyon. En tout cas, je voulais vous transmettre mon salut amical depuis l'Algérie, la Kabylie, où je me trouve quelques jours. Souhaiter réussite pour ce magnifique événement et vous envoyer à ma manière mon témoignage de soutien. Je vous laisse au bon soin de Jacques Pradel pour découvrir quelques témoignages, quelques extraits de témoignages du travail mémoriel que j'ai appelé Mon Algérie à moi. Je vous souhaite une magnifique rencontre et une belle fin de semaine. Je suis partie en 62, j'allais avoir 9 ans. J'ai tellement déambulé toute seule dans Tiaret, la ville où je suis née, que je serais capable de retrouver la maison de mes parents, aller chez mes grands-parents, passer devant le cinéma, le jardin public, l'école, aller sur la place Carnot. Dans la famille, on est 2 enfants, mon frère a 2 ans de moins que moi. Il a quasiment aucun souvenir. Toute la famille, ma mère, mon père, mes grands-parents paternels, maternels, sont nés soit à Tiaret, soit à Trézel. Tu appartiens à une famille de conditions modestes. J'entendais dire, nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas pauvres, on ne manque de rien. Mais on se contentait de peu. D'un côté, c'était des métayers qui avaient appris à vivre à la ferme sans être propriétaires. De l'autre côté, c'était des ouvriers qui vivaient en ville et qui vivaient d'un petit salaire avec l'homme qui travaille, la femme est à la maison, s'occupe des enfants. Un grand classique. J'ai été élevée dans ces milieux-là, d'origine espagnole, des migrants qui avaient dû se serrer les coudes avec des grands-pères, parce que mes 2 grands-pères ont transmis un peu cette idée que nous étions des pionniers autour de Tiaret, qui était un des plus gros départements sur les hauts plateaux, où se cultivait l'alpha, des céréales, le blé. C'était des propriétés avec des centaines d'hectares, ce qui en France ne se voyait que dans la Beauce. D'ailleurs, c'était un peu les mêmes familles. On reconstituait une partie de l'Espagne avec des cultures, une façon de vivre. Mon arrière-grand-mère, qui était aveugle, traînait sa petite chaise en bois sur le bord du trottoir et vivait dehors, assise, à parler avec les gens comme on le fait en Espagne. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai connu mon arrière-grand-mère, qui ne parlait qu'espagnol, que dès que j'ai commencé à parler, elle ne tolérait pas qu'on lui parle en français. Donc il a fallu que j'apprenne l'espagnol. Et comme elle était aveugle, quand elle entendait quelqu'un arriver, même si nous étions enfants, elle posait la question « Quién es ?» Quién es? Et il fallait lui répondre en espagnol. Et donc les premiers mots que j'ai appris en espagnol, c'est « Soy la hija de Piero ». Je suis la fille de Piero. Et cette langue espagnole était pratiquée par les voisins. Ma grand-mère était pratiquante, mon grand-père était communiste. Donc lui, il n'allait pas à l'église, mais elle allait à l'église. Et même au sein même de la famille, il y avait cette tolérance. Mon grand-père tolérait très bien que sa femme aille à l'église, que ses filles aillent chanter à la chorale, mais lui, il était cheminot à la CGT, au Parti communiste. Il ne fallait pas lui en demander plus. Oui. Et puis, ça le faisait beaucoup rire. Voilà, il se moquait pas, mais... il était limite anticlérical, on va dire, souvent. Alors, le plus anticlérical, c'est mon père. Mon père était franchement anticlérical. Mon grand-père était indifférent. Les prêtres faisaient ce qu'ils voulaient. Mais mon père, lui, a été 7 ans enfant de chœur, parce qu'il l'a fait pour faire plaisir à sa mère. Et mon grand-père n'a pas empêché son fils d'être pendant 7 ans enfant de chœur. Sauf que quand il a voulu faire sa communion, le prêtre lui a dit « T'es un fils de communiste, tu ne feras pas ta communion ». Donc à partir de ce moment-là, mon père est devenu
franchement anticlérical. Mais alors, absolument, enfin, c'est... Fallait pas lui demander... Alors, et par ailleurs, il est resté croyant. Donc, il pratiquait une croyance un peu à la façon des protestants. C'était une affaire entre Dieu et lui. Moi, je me souviens que quand on est arrivé en France, ça a été très dur. On a été plutôt mal reçus. Les gens de ma famille, ceux de l'âge de mon père, qui avaient la trentaine, disaient « mais qu'est-ce qu'on fout ici? Mais on ne peut pas faire notre vie ici. » Surtout vous ne connaissez rien de la France. Voilà. Il n'y avait pas d'attache, il n'y avait pas de la métropole, il n'y avait personne. Et je me souviens d'un dimanche où mon grand-père avait dit « bon, on arrête, ici ou ailleurs, partout où on se retrouve entre ouvriers et travailleurs, on est chez nous. » Mon père, donc, quand il est rentré d'Algérie, rester sans travailler, ça lui était difficile. Il était fonctionnaire, on lui proposait un poste à Niort, il a refusé. Il s'est mis en dispo pendant 3 mois, je crois, pour prendre le temps de réfléchir. Il a travaillé dans un garage. Ensuite, la fonction publique lui a proposé un poste en surnombre à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, pour lui, ça a été terrible. Il était dans un bureau, il faisait rien. Il avait 32 ans et il se sentait complètement inutile. J'ai vu mon père s'effondrer, devenir taciturne, et jusqu'au jour où on est rentré de l'école et mon père était là et tout d'un coup il s'est mis à pleurer et il voit qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'a pas de place, qu'il est de trop. Et ça c'est plus possible pour lui, c'est plus possible. Donc il va décider de démissionner et il va se mettre à travailler comme salarié mécanicien dans un garage. Et puis son beau-frère va rentrer d'Algérie aussi. Et ils vont décider de s'associer pour monter un garage. Pendant tout ce temps qu'on évoque, est-ce que dans tes souvenirs, tes parents ont évoqué le fait de retourner en Algérie ou évoqué l'Algérie alors qu'ils étaient loin Mon père il parlait beaucoup de la trahison de De Gaulle. Pour lui, l'État français avait trahi les Pieds-Noirs. Il parlait de l'administration avec beaucoup de mépris. Pour lui, c'était vraiment une humiliation. Et c'était une humiliation que lui avait infligée l'administration, l'État français. Et moi, je crois que ça m'a beaucoup marqué, de voir mes parents, et ma mère aussi, parce que ma mère aussi, elle a réussi à retomber sur ses pattes. Parce que j'ai tellement vu, après, dans mon métier, d'immigrés d'origine maghrébine, qui étaient arrivés et qui avaient perdu pied, des pieds noirs dans la région bordelaise. Moi, j'ai rencontré dans la banlieue bordelaise des familles pieds noirs, mais qui ont perdu pied, mais n'ont pas été aidés. Certains, de l'alcoolisme, des hommes qui ne retrouvant pas une utilité, se sont trouvés à sombrer dans l'alcoolisme, à ne plus pouvoir travailler. Tu évoquais tout à l'heure en aparté qu'il t'a fallu du temps avant d'accepter de dire que tu étais pied noir. Ah oui. Pourquoi ? En gros, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'avais honte. En dehors de ma famille, j'avais honte. En classe, j'avais à cœur de gommer cet accent, dans ma façon d'être aussi, à gommer tout ce qui pouvait faire penser à mes ascendances pieds noirs, à mes origines pieds noirs. Je crois qu'il y a un moment où j'ai pu être capable de dire « oui, je suis pied noir, et alors ?» L'histoire d'Algérienne, c'est surtout la ferme dans laquelle j'ai vécu. Mes parents avaient une ferme. Et dans le fond, j'y suis arrivé à ma naissance. Je suis né à Oran pour des commodités de clinique, si tu veux, parce que maman risquait d'avoir un accouchement difficile. Mais j'ai toujours été dans cette ferme et elle s'emparait de moi.
Et tu sais que quand on est enfant, qu'on vit sous des grands arbres, qu'on court partout, qu'on a la chance d'avoir un vélo pour aller jusqu'au bout de l'allée, enfin, c'est une vie merveilleuse. Et on était dans une ferme en plus pleine d'enfants, de toute culture. On s'entendait très bien, on courait partout, on faisait des bêtises, on allait à la ferraille chercher des vieilles assiettes cassées pour jouer à la maison. Enfin, on a eu une enfance extraordinaire et surtout à la ferme. Tes parents ont cette ferme, que font-ils à Mercier-Lacombe? Ils sont propriétaires et c'est une ferme qui date de mon arrière-grand-père, qui était boucher à Bélabès et qui a eu certainement les moyens d'acheter des terres. Alors je pense, d'après les papiers qu'on a, ce sont des terres achetées. Mon grand-père s'est installé ensuite, il avait 3 fils et il a donné la ferme à gérer à son fils aîné, mon père, et à son fils cadet, le père de la fameuse Mouchka de Terre du Vent. Donc voilà ce que j'étais. Du côté de mon arrière-arrière-grand-père maternel, c'est ce qu'on lit dans le premier convoi, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans ce premier convoi, que j'appelle par ailleurs, à un certain moment, le Mayflower des Français d'Algérie. C'est la première arrivée, enfin il y avait eu déjà avant. Et mon grand-père paternel, il a dû arriver en 78 à peu près, à un moment où on a commencé à se dire dans les campagnes françaises que de partir en Algérie, c'était peut-être pas une mauvaise idée. On savait que l'arrière-grand-père était arrivé par le premier convoi, donc ma sœur a fait quelques recherches généalogiques, j'ai repris ces choses, et quand je suis tombé sur Internet, sur la documentation de ce voyage, parce qu'il y a une documentation formidable. Il y a des gens qui ont écrit leur journal, il y a des officiers qui ont raconté ce qui se passait. C'est vraiment une très belle documentation. Et je me suis dit, mais ça, il faut que je le raconte. Dans le fond, c'est très bien. C'est ton histoire, mais c'est très bien. L'histoire se fait à l'envers, mais tant pis. L'enfance, la guerre, le retour et la préhistoire. Voilà, ça fait une quadrilogie. Et sur la question du premier convoi, qui date de 1848, oui. Ça permet de rétablir une vérité, ou en tout cas d'inscrire la réalité de ce qu'on appelait des migrants en fait, qu'on a envoyés en Algérie. Oui, et qui connaissaient rien, à l'Algérie. Ils partent en disant on va se marier avec des bédouines, tu vois. Ils s'attendent à rencontrer des animaux sauvages. Oui. Quoique, il y en a encore. Au Laurent, il y en avait encore. On a une anecdote que je raconte d'ailleurs dans le livre d'un lion qui est venu jusqu'à Saint-Cloud. Il n'est pas resté longtemps, il a été tiré très vite, surtout qu'il y avait un stationnement militaire. Donc, Michel, on précise pour les gens qui vont nous entendre, c'est pas Saint-Cloud dans le 92. Hein. Non, voilà, à Saint-Cloud d'Algérie. À Saint-Cloud d'Algérie, qui est une petite bourgade près d'Oran. Ce qui était intéressant aussi, comment ces révolutionnaires, car ce sont des révolutionnaires, les gens qu'on envoie, ce sont soit des gens qui ont été sur les barricades, soit des gens que la misère a aussi poussé à être sympathisants de ces émeutiers, puisque c'était la grande émeute de 48 où on a tué un archevêque, enfin ça a été... et qui a été suivi d'une répression... À l'époque, on rigolait pas. Hein. Toute personne qui était soupçonnée d'avoir participé était passée par les armes. Je suis originaire d'Algérie. Ma maman était de souche espagnole, pur sucre, à savoir qu'elle est née à Torreviejas. Je crois que maintenant c'est un port très touristique à côté d'Alicante. À l'époque où elle est née, c'était un tout petit port, de rien du tout. Et mon papa est né à Oran, d'un père gersois et d'une maman espagnole également. Sa maman travaillait chez Bastos, à l'usine Bastos, l'usine de cigarettes d'Oran. Je suis née à Mascara, en Algérie. J'y ai vécu ma toute petite enfance parce que très vite mes parents sont allés s'installer à Palikao, à une vingtaine de kilomètres de Mascara. Et c'est là que j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse, jusqu'à 1962, année où je passais mon deuxième bac, puisqu'on passait 2 bacs à cette époque-là. Et je suis venue passer mon bac en France et je me suis inscrite en fac parce que je voulais faire des études. Je suis musicienne, mélomane, lectrice invétérée. On va remercier, pour ne pas l'oublier, on va remercier tout de suite Jackie Maléa, oui, c'est lui qui nous a mis en contact, oui, c'est vrai. Alors, je le remercie beaucoup
d'autant qu'il est secrétaire d'une association qui m'est très chère, la NPNPA. Mon Algérie, c'est, comme je te l'ai déjà dit, c'était déjà la lumière. C'était un pays de lumière. C'est un pays magnifique. Il suffit d'aller sur n'importe quelle page d'internet et on se rend compte que c'est un pays magnifique. Mais quand on y a vécu, il y a quelque chose qui n'est pas sur les écrans de télévision. C'est la lumière. Et cette lumière-là, je la porte en moi. Et je la porte tellement en moi que je crains terriblement le soleil maintenant. Bon, peut-être que c'est pour ça, je sais pas. La lumière, bon, en plus, mon Algérie, c'est aussi mon enfance et ma jeunesse. Donc, toutes les personnes qui évoquent leur enfance ou leur jeunesse ont une nostalgie de ces années bénies. Hein. Le vert paradis des amours enfantines de Baudelaire, pour moi, il était là-bas, à Palikao, qui maintenant s'appelle Tifenif. D'ailleurs, c'est un village qui a repris son nom d'origine, bien sûr. Mais en 1963, aux vacances de Pâques, on était les seuls à Poropoul. La population européenne était déjà partie, oui. Merci l'OS. Bon, je ne devrais pas faire de remarques d'ordre politique, mais ça me dégoûte. Ils ont eu un rôle absolument néfaste. Voilà. Parce que je ne dis pas la situation. Il fallait que cette indépendance ait lieu, c'est normal. Mais oui, mais ça aurait pu se passer plus calmement, de façon plus sereine, mais à cause de leur comportement criminel, et je pèse mes mots, et bien voilà, ça s'est passé, ça a fait fuir beaucoup de gens. Mon papa et ma maman sont restés en Algérie. Il a pendant 3 années, il a travaillé pour le gouvernement algérien. À la demande du gouvernement. À la demande, voilà. Oui. Parce que, bon, pourquoi lui? Parce qu'il n'avait jamais eu de comportement raciste, alors ça non. Il nous avait dit un jour, si j'entends dans votre bouche le mot bico, parce que ça se disait, je vous mets la bouche en sang. Il voulait dire par là qu'il n'aurait jamais toléré des propos, et puis de toute façon ça ne serait pas venu à l'esprit. Donc il était très mal vu de l'OS, il aurait pu y laisser sa peau, mais bon. Il est resté 3 ans, il a travaillé à former dans un domaine qu'il connaissait bien, c'est-à-dire celui de la viticulture, à une époque où il n'était pas question encore d'arracher toutes les vignes. Et il avait dit aux représentants du gouvernement algérien, je peux former des cadres, parce que avant les Algériens ils travaillaient dans les vignes, mais ils étaient manœuvres et puis c'est tout. Là, comme je te le disais hier, la seule promotion un peu plus importante pour eux, c'était de devenir chauffeur. Mais sinon, savoir organiser le travail dans les vignes, on leur avait pas appris, et ça s'invente pas. Donc il en a formé plusieurs quand même comme ça. Merci chère Samia Arab, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis honoré de participer à votre projet et de pouvoir évoquer encore une fois ces racines algériennes qui sont si précieuses pour moi. D'abord, en fait, aussi bien ma famille paternelle que ma famille maternelle ont leurs racines en Algérie. Mon père est né à Alger, ma mère est née à Oran, et ont eu une longue histoire où, d'un côté comme de l'autre, ils étaient en aller-retour entre la métropole et l'Algérie française à l'époque. Et il y a eu des membres de ma famille presque depuis le début de la colonisation de la France en Algérie. Donc c'est une longue histoire. Mes ancêtres ont effectué un peu tous les métiers, médecins, fonctionnaires, employés de mairie, trafiquants, conducteurs de diligence. Il y a vraiment eu tout à travers les siècles. Et ça fait partie de mon histoire. Il y a des choses très importantes pour la famille qui se sont passées en Algérie. Donc, pied noir, si on veut, d'un côté comme de l'autre, même si mon père n'employait jamais ce mot et ne l'aimait pas particulièrement. Pour tout ce que ça reflétait, ouais, c'était pas forcément.
certains le revendiquent, d'autres le voient comme une humiliation. Ce qui est sûr, c'est que ma famille a souffert de l'arrivée du rapatriement, en particulier ma famille paternelle. Beaucoup de biens ont été perdus, mais aussi il y a eu un accueil qui a été médiocre de la part de la population et de la société à l'époque. Et j'ai des souvenirs, beaucoup de souvenirs que me racontaient mes grands-parents en particulier. Ma grand-mère paternelle qui parlait beaucoup de l'importance de la vie en Algérie, de combien c'était un environnement doux pour elle dans ses souvenirs. J'ai rencontré systématiquement les ambassadeurs successifs de France à Alger, rencontré un certain nombre de responsables, de membres du gouvernement, de Wali, et insistant vraiment sur ce côté scientifique. Et puis ça s'est doublé d'un engagement politique, celui sur Maurice Audin. J'ai été assez tôt exposé à l'affaire Maurice Audin, d'abord parce que je connaissais personnellement les enfants de Maurice Audin, Pierre et Michel, tous les deux mathématiciens. L'une a fait de la recherche et maintenant elle écrit des ouvrages qui ne sont pas particulièrement mathématiques aussi d'ailleurs, des romans historiques et des choses comme ça. Et puis Pierre qui a fait de la vulgarisation mathématique, en particulier au Palais de la Découverte, et que j'ai côtoyé pendant longtemps, même avant même de savoir de comprendre qui était Maurice Audin et quel était son combat. Vous avez plusieurs affinités, plusieurs points communs au final. Et comme en plus l'Institut Henri Poincaré que je dirigeais avait dans ses administrateurs des personnes très engagées sur l'affaire Maurice Audin, je pense en particulier à feu Gérard Tronel. J'ai pu côtoyer l'association des mathématiciens engagés comme Michel Brouet, l'ancien avocat de la famille Audin. Et donc, tout naturellement, j'ai repris le flambeau quand il s'est agi de porter au sommet de l'État les revendications par rapport à la reconnaissance par l'État français de l'assassinat de Maurice Audin et aussi la reconnaissance des pratiques de torture qui avaient lieu pendant la guerre d'Algérie. Donc, tout ça a mené à une déclaration que je qualifierais d'historique du président Macron. C'était le 13 septembre 2018, où a été reconnue dans une lettre adressée à Josette Audin, la veuve de Maurice, une lettre qu'il a tendue en main propre à Josette Audin chez elle. Et donc, il a reconnu à la fois la vérité de l'assassinat de Maurice Audin, mais aussi de la torture comme un système organisé. Et donc, c'est quelque chose dont je suis très, très heureux et très fier d'avoir pu participer par prise de position publique et aussi par mes relations avec l'équipe du président Macron à ce que ça puisse se faire. Je crois très fermement, non, on ne peut pas aller contre le sens de l'histoire. Alors, je dois nuancer ça aussitôt. Quand on voit qu'en Afghanistan, l'histoire va à rebours, quand on voit qu'en Chine, les pires pratiques pour la démocratie sont en vigueur. Non, il y a des pays dans lesquels on va au rebours de l'histoire, ou en tout cas au rebours du progrès. Cependant, le sens de l'histoire, c'est celui d'une reconnaissance de ce qui s'est passé. Ça peut durer très longtemps, et ce qui a rendu le cas de Maurice Audin aussi emblématique, c'est d'abord, il y avait une personnalité, un personnage extrêmement fort. Maurice Audin, c'est devenu un symbole pour le peuple algérien. La place Maurice Audin, c'est la place où l'on se réunit pour, chaque fois qu'on veut manifester en Algérie son amour des libertés. Et donc, c'est une personnalité extrêmement forte. Je me souviens, un jour, j'accompagnais Pierre Audin dans un voyage en Algérie et j'ai vu le regard, l'admiration de l'officier de sécurité qui nous contrôlait à l'entrée quand il a compris que c'était le fils de Maurice Audin. Vraiment, c'était il était absolument ébloui, bien plus par le fils de Maurice Audin que par moi, le mathématicien décoré. Donc, j'ai pu voir toute l'importance extraordinaire qu'avait Maurice Audin. Et c'était très important que puisse se faire cette reconnaissance.